Nous allons voir une question très importante en rééducation. Qu'est-ce qu'un apprentissage sérieux? Eh bien, un apprentissage sérieux, c'est avant tout un apprentissage centré sur la tâche à accomplir et non pas sur une activité différente. Un apprentissage sérieux suppose une certaine quantité de pratique. La pratique est la variable qui, en matière d'apprentissage moteur, prédomine sur toutes les autres, nous disait déjà Schmitt. Plus le sujet accomplira d'essais dans une tâche, et plus l'apprentissage sera important, selon Birch. Les effets des autres pratiques, par exemple la pratique mentale, ne peuvent rivaliser avec ceux d'une pratique physique, disait Birch. Alors tant que c'était nous qui le disions, eh bien on n'était pas vraiment cru ou pris au sérieux. Maintenant que, heureusement, il y a les Australiens qui l'ont prouvé, avec quelque chose qui ressemble fort à ce que je fais, qui s'appelle la pratique tâche orientée, eh bien maintenant, c'est beaucoup plus admis. On commence à comprendre que pour apprendre à s'habiller, eh ben, il faut s'habiller. Pour apprendre à marcher, eh ben, il faut marcher. Pour apprendre à faire de l'équitation, il faut faire de l'équitation. Et pour apprendre à faire du slackline, eh bien, il faut en faire. Donc, il y a une certaine spécificité de chaque apprentissage, et ce n'est pas en faisant des diagonales de cabane couchées sur la table que l'on apprend à marcher, ou qu'on apprend à faire la vaisselle, ou qu'on apprend à faire la cuisine. Il y a une notion de tâche orientée, d'un apprentissage qui est basé sur la tâche à accomplir, que c'est absolument indispensable d'avoir cette notion. Il existe deux conceptions des habiletés motrices et donc deux conceptions des apprentissages moteurs qui semblent opposées mais qui en fait sont complémentaires. En fait, toute habileté motrice nécessite deux types de coordination. D'une part, des coordinations générales que l'on retrouve dans de nombreuses activités voisines, c'est ce qu'on appelle les habiletés transversales. D'autre part, des coordinations spécialisées qui sont spécifiques de chaque activité. Les partisans de la coordination générale pensaient qu'on pouvait renforcer la coordination comme on renforce le quadriceps, et qu'il suffisait d'avoir une coordination générale pour être habile dans toutes les activités physiques et sportives et dans toutes les activités de la vie courante. On disait à l'époque, l'athlétisme est mère de tous les sports, c'est-à-dire que celui qui faisait de l'athlétisme était capable de tout faire. Or, c'est pas du tout vrai. Vous avez beau faire de l'athlétisme, quand vous voulez apprendre le karaté, eh bien, il vous faudra plusieurs années avant d'atteindre le niveau ceinture noire, par exemple. On oubliait alors toutes les coordinations spécialisées qui sont absolument indispensables pour effectuer chaque activité coordonnée. Par exemple, pour piloter un avion, vous avez beau avoir une bonne coordination générale, eh bien, il vous faudra plusieurs mois pour être au top et de ce que l'on peut faire au point de vue pilotage. Et si vous changez d'avion, si vous êtes déjà un pilote confirmé et que vous voulez changer d'avion, eh bien, à nouveau, il y a un nouvel apprentissage spécifique qui améliore également la coordination générale, mais dont vous ne pouvez pas faire l'économie. C'est absolument incontournable. Quelques exemples dans le domaine de la rééducation. Ce patient présentait des séquelles de traumatisme crânien avec un syndrome cérébelleux des 4 membres et du tronc et de la tête qui le rendait très très dépendant. Il avait réussi pourtant une activité ludique et sportive assez intéressante, c'est-à-dire de pouvoir nager dans cette position avec un masque et un tuba. Bien entendu, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est le fruit d'un entraînement régulier et bien mené. Il avait fallu aussi lui adapter le tuba en lui mettant un tuyau un petit peu plus long, allonger le tuyau, et puis mettre un flotteur pour éviter que les tremblements de la tête n'entraînent le tuyau au fond de l'eau et qu'il ne boive la tasse. Donc, muni de tous ces instruments,
il avait réussi à apprendre à nager dans cette position. Pour apprendre une telle habileté motrice, il avait fallu qu'il rentre dans la piscine et qu'il le fasse. Aucun exercice préparatoire n'aurait pu lui donner l'habileté nécessaire à effectuer cette nage sur le ventre avec tuba. Le même patient avait appris un changement de position dans l'eau, passer de la position debout, comme on le voit ici dans cette position, à la position à plat ventre et revenir. Et bien sûr, ça ne lui avait pas donné l'habileté nécessaire pour effectuer un autre changement de position, passer de la position assise dans le fauteuil à la position assise sur une table. Autre exemple d'absence de transfert moteur, il avait appris à marcher dans l'eau en se tenant à une barre, comme on le voit sur cette diapo, et ça ne lui a servi à rien. Quand il était debout, il a dû à nouveau apprendre à utiliser ce déambulateur et il a fallu lui lester les pieds pour qu'il puisse se déplacer dans cette position. Autre exemple d'apprentissage très spécifique, mettre ses chaussures pour cette patiente qui présentait une sclérose en plaques sans tomber du fauteuil. Elle devait se tenir d'une main au cale-pied et de l'autre main, avec le doigt, mettre l'arrière de la chaussure sur le talon. Suite à une chute de sa hauteur au cours de laquelle il avait fait une torsion de la tête et du cou, ce patient présentait une ataxie proprioceptive majeure, c'est-à-dire qu'il ne sentait plus ses membres, il ne sentait plus son corps. Il avait pourtant une bonne force musculaire, mais qu'il avait du mal à bouger car il ne sentait pas, il n'avait aucun feedback sur ses mouvements. À ce stade, ce qui le gênait vraiment beaucoup, c'est qu'il ne pouvait pas faire rouler son fauteuil roulant. On a donc muni les mains courantes de petits tétons. Ces espèces d'ergots rendaient l'appréhension plus facile. Et en s'aidant de la vue, il s'aidait de la vue pour déplacer ses mains et pour avoir un feedback sur la position des mains sur le fauteuil. Avec l'entraînement, il avait appris en regardant devant lui à rouler son fauteuil roulant et il avait ses deux mains dans sa vision périphérique. Ça lui donnait un bon feedback. Eh bien, aucun exercice avec des formes un petit peu bizarres, des suicidis ou autres, n'aurait permis à ce patient d'utiliser son fauteuil roulant. Il faut un apprentissage spécifique en situation avec le fauteuil et avec les aides techniques de ce fauteuil. Voilà, il arrive à se diriger malgré ses problèmes de sensibilité de la main. Il arrive de mieux en mieux à se diriger avec son fauteuil. Cette trouble de sensibilité de la main le gêne de moins en moins et le fait qu'il ait eu ce fauteuil avec ses mains courantes, avec des ergots, lui permet d'être beaucoup plus indépendant que ce qu'il n'était. Voilà comment on peut analyser l'écriture d'un sujet sain. On voit cette courbe de vitesse qui est harmonieuse, il n'y a pas d'accélération trop importante. Voilà ici l'écriture d'un sujet cérébelleux. Cette écriture est parfaitement lisible, mais comment est-ce qu'il fait pour écrire? Est-ce qu'il fait comme un sujet sain? Vous voyez qu'il ne fait pas du tout comme un sujet sain. Sa courbe de vitesse est complètement désordonnée, désorganisée. Le patient a appris à maîtriser, à dompter ce syndrome cérébelleux, un peu comme on dompte un cheval sauvage. C'est un véritable apprentissage qui est très difficile et pourtant il arrive à produire une écriture parfaitement lisible. On ne peut pas le faire en faisant un autre exercice qu'en écrivant. C'est à force de le faire qu'il arrive à maîtriser cette écriture. Autre exemple, la saisie d'un objet par un sujet sain. On voit aussi la courbe de vitesse, on voit que c'est une courbe qui est dite biphasique. Une phase de projection du membre en avant qui est bien régulière, qui se fait en feed-forward, et une phase d'ajustement terminal qui est un peu tremblée et qui se fait en feedback.
c'est à la fin. On voit qu'un sujet cérébelleux, eh bien, la phase de projection du membre est parfaitement réalisée en feed-forward. C'est la phase d'ajustement terminal en feedback qui a plusieurs oscillations. Et le malade arrive tout de même à prendre l'objet, et il a appris à prendre l'objet, mais il ne le fait pas tout à fait comme le sujet sain, puisqu'il a ces oscillations terminales. La posturographie nous a appris qu'un sujet sain en position debout avec les pieds à la 10h10 a une surface de projection au sol de son centre de gravité qui est extrêmement petite, qui tient dans une pièce de monnaie, et non pas comme on le pensait autrefois, que l'équilibre c'était la projection au sol du centre de gravité dans le polygone de sustentation. Donc c'est beaucoup plus petit que le polygone de sustentation, et si c'est plus gros, c'est pathologique. Voilà le tracé chez un sujet pathologique qui présente une ataxie héréditaire. On voit que la surface au sol a plus que doublé. En apparence, le sujet est stable, il tient plus de 2 minutes. En réalité, il ne fait pas du tout comme un sujet sain et il y a beaucoup plus d'oscillations de son centre de gravité puisque la surface a plus que doublé. Il arrive donc à tenir debout, mais c'est pas du tout comme un sujet sain. Il doit beaucoup plus se concentrer et il a réussi à maîtriser cette espèce de cheval sauvage qui est en lui et qu'il a réussi à dompter. Apprendre à tenir la position debout sans perdre l'équilibre, c'est un apprentissage en soi du syndrome cérébelleux qui va être maîtrisé par le patient. Pour y arriver, le patient doit s'entraîner sans l'aide manuelle du kinésithérapeute, sans facilitation manuelle et sans se tenir à un objet plus ou moins stable. On peut l'aider en chronométrant la position qu'il doit garder de plus en plus longtemps. Quelles sont les composantes qui vont s'améliorer grâce à un apprentissage efficace? Eh bien, il y a 4 composantes qui vont s'améliorer. C'est les composantes temporelles, les composantes spatiales, les composantes énergétiques, le coût énergétique, et ce qu'on en appelle la demande attentionnelle, la composante attentionnelle. Exemple d'augmentation, d'amélioration des composantes spatiales, ça peut être le périmètre de marche, ça peut être aussi l'efficacité de la prise d'un objet, que l'on peut prendre d'ailleurs plusieurs fois, sans qu'il ne tombe. Pour les composantes temporelles, ça peut être la vitesse de marche qui va s'améliorer. Pour les composantes énergétiques, c'est assez discret, mais c'est la diminution du coût énergétique. Le sujet est moins fatigué et il peut faire des performances plus importantes en se fatiguant moins. Pour les composantes attentionnelles, c'est ce qu'on appelle la demande attentionnelle, eh bien le sujet peut marcher par exemple tout en discutant, alors qu'au départ il fixait toute son attention sur la marche. Il ne suffit pas d'avoir une rééducation axée sur la tâche à accomplir pour apprendre une nouvelle habileté motrice, il faut aussi une bonne pédagogie. Il y a des maîtres nageurs qui ont des résultats absolument stupéfiants et qui arrivent à apprendre à nager aux enfants en très peu de temps. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long. Pareil pour apprendre à danser, pareil pour toutes les habiletés motrices, mais c'est vrai également en rééducation. Il y a de bonnes et de moins bonnes techniques pour apprendre une activité basée sur la tâche. Parmi les bonnes techniques, vous avez la notion de CR, connaissance des résultats, qui paraît très importante pour apprendre vite, pour apprendre bien. Eh bien, la connaissance des résultats, c'est par exemple chronométrer une position, c'est ce qu'on appelle la CR ajoutée. Donc, au moment où vous tenez la position debout les yeux fermés, par exemple, le patient va tenir la position debout les yeux fermés, eh bien, vous pouvez ajouter un chronométrage et ça va l'aider à progresser, à prendre confiance en lui-même au fur et à mesure qu'il verra ses progrès. Donc, ça lui donne un très très bon feedback. Il y a d'autres activités comme mettre un ballon de basket dans un panier où il n'y a pas besoin de donner une CR. C'est ce qu'on appelle la CR intrinsèque. Le sujet voit très bien si le ballon est rentré ou non dans le panier. La CR, la connaissance des résultats, c'est quelque chose que tous les spécialistes de l'apprentissage
connaissent et ils pensent que ça a une action positive. Il peut y avoir ce qu'on appelle la CR terminale ou extemporanée. Terminale, ça veut dire que le sujet marche, à la fin on lui dit voilà, tu as parcouru tant de mètres. Extemporané, il marche par exemple sur un tapis de marche et devant lui il y a un écran qui lui montre le nombre de mètres qu'il fait au fur et à mesure que se déroule sa performance. L'essentiel étant de quantifier, de chiffrer, de permettre d'illustrer un petit peu la performance pour que le patient soit motivé, pour qu'il puisse continuer la progression et pour qu'il puisse se forcer à faire plus à chaque fois. Quand il a marché 60 mètres, il sait qu'il a marché jusqu'au banc bleu, par exemple, eh bien, il va essayer de dépasser ce banc et d'aller un peu plus loin. Il va essayer d'augmenter sa performance. Voilà à quoi ça sert la connaissance des résultats. Ça motive et ça facilite, bien sûr, l'apprentissage. Dans les protocoles utilisés en rééducation, la marche est souvent quantifié en nombre de mètres ou en nombre de pas effectués par le patient avec un podomètre. On peut aussi chronométrer pour ceux qui arrivent à avoir une distance de marche très importante, donc on va plutôt chercher la vitesse. C'est pas le cas en début de progression. En début de progression, il vaut mieux augmenter la distance. Les escaliers, on va les quantifier en nombre de marches que le patient va monter ou descendre. Les changements de position, par exemple, assis debout et debout assis, en nombre d'exercices que le sujet va effectuer, et tenir une position, par exemple debout, les yeux fermés comme on a dit tout à l'heure, eh bien on va pouvoir le chronométrer. Voilà un exercice qui est très souvent utilisé pour rééduquer le membre supérieur et la main des sujets qui présentent des déficiences. Ici, il s'agit d'une patiente qui a une hémiparésie gauche. Donc, il s'agit de chronométrer, voilà, la connaissance des résultats, c'est le temps, de chronométrer le transport d'objets. On utilise de préférence des objets usuels, des stylos, pièces de monnaie, cuillères, fourchettes, etc. Au fur et à mesure des séances, le temps mis pour remplir la boîte diminue. Cette connaissance des résultats motive, bien entendu, la patiente. Voilà comment on utilise la CR, la connaissance des résultats. En conclusion, on peut dire que le patient, grâce aux apprentissages fonctionnels, mais aussi il faut penser à ses loisirs et à sa remise en forme, grâce aux apprentissages ludiques, sportifs et artistiques, va devenir un expert dans l'art de contrôler son corps handicapé. La rééducation doit donc jouer un rôle important pour améliorer et accélérer ses apprentissages et non pas un rôle de placebo. D'où l'intérêt des apprentissages axés sur la tâche à accomplir.